là, on est dans les comités statutaires. Comité, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a 3 postes réservés aux femmes dans les comités au début du triennat. Euh, on voit, bon, le comité exécutif, on a un 60 qui se maintient aussi. Là, vous voyez en 94 quelle était la représentation des femmes au CE. Et ici, dans les 3 derniers triennats, on voit qu'il y a un 60 de représentation femmes dans le CE. On voit le comité d'élection, comité permanent de conciliation, comité finances. Bon, on voit les statuts règlements. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que ces comités-là, c'est un petit nombre de personnes. Donc, quand il y a une personne qui quitte, s'il y a une femme qui quitte en cours d'année, ça a quand même une incidence assez importante sur le pourcentage de représentation. Donc, entre 3 et 4 personnes, disons pour le comité d'élection, bien ici, on a 4 femmes sur 5 et on descend à 60 si on a 3 femmes sur 5. Donc, ça a quand même, il y a quand même des variations qui sont assez importantes pour une seule personne. Ensuite, les comités qui sont non statutaires, dans ceux-là, on remarque vraiment que le nombre de postes réservés est vraiment très présent parce que le 60 est là presque partout dans les dernières années. Donc ça l'a quand même bien aidé. Attendez, je vais juste regarder mes notes. C'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur celui-là. Ensuite, au niveau des réseaux, les réseaux, il y a comme on dirait deux mondes dans les réseaux. Action sociopolitique, santé, sécurité au travail. Je n'ai pas les données de santé, sécurité au travail jusqu'à maintenant. Je vais les avoir là, éventuellement. Je pourrais vous les représenter à ce moment-là. Mais ce qu'on voit, c'est que action sociopolitique, santé, sécurité au travail, il y a une stagnation. Puis on n'a pas les données de 94 au niveau des réseaux. Là, on commence à 2019-2012. Au niveau des jeunes, des EVB, du camp de la relève, la participation est vraiment excellente. EVB, on est le dernier triennat, on était à 78 Cette année, on en est à 72 74 pour le réseau des jeunes. Puis quand on regarde dans les triennats, ça se maintient quand même assez bien. Le dernier camp de la relève, c'était 76 de participation. Et le camp de la relève précédent, là, la participation était sensiblement la même. Là, je n'ai pas le chiffre pour cette année-là, mais il y a une très bonne participation femmes au camp de la relève. Les constats qu'on fait, ben, les femmes sont présentes dans une majorité d'instances. On voit qu'il y a quand même une bonne représentation des femmes. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on atteint, on atteint la parité, mais on n'est pas, pour beaucoup d'instances, on s'éloigne de la représentation proportionnelle. On est assez loin, donc on ne l'atteint pas pour bon nombre d'instances, mis à part là, les réseaux que je viens de vous présenter. Puis ce qu'on observe aussi, c'est que dans les derniers triennats, il y a quand même une certaine stagnation au niveau de la représentation. Donc, les chiffres, on ne voit pas une évolution ou une augmentation de la représentation des femmes dans nos instances, nos comités et nos réseaux. Donc, le Comité de la condition des femmes va vous proposer aujourd'hui des modifications aux mesures de soutien du programme d'accès à l'égalité syndicale. On va les regarder ensemble, puis vous allez voir, ce n'est pas des modifications qui sont extrêmement importantes. On ne change pas l'objectif des modifications, mais on vient vraiment changer la forme. Donc, ça, on va les regarder ensemble. Et ce qu'on souhaiterait proposer pour le prochain triennat, c'est de faire une enquête sur la participation des femmes. Essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on stagne comme ça. Est-ce que nos mesures qu'on a dans notre programme d'accès à l'égalité syndicale, est-ce qu'elles répondent encore aux besoins des femmes présentement? Ce qu'on voit aussi, bien, il y a aussi tout le passage au virtuel. On a moins de déplacements. Quand il y a des rencontres, ça se fait aussi de la maison. Donc, on n'a plus quitter la maison, devoir trouver quelqu'un pour s'occuper des enfants. Donc ça aussi, on va essayer de regarder d'ici la fin du triennat, à voir si ça a un impact sur la participation des femmes. À l'heure actuelle, il n'y a pas eu un changement important là, dans la participation
des femmes en virtuel, mais c'est quelque chose qu'on va aussi regarder. Donc, c'est la proposition qu'on ferait. Pour le moment, l'enquête, il va falloir qu'on voit avec le comité, avec vous, c'est quoi les angles qu'on va pouvoir prendre pour cette enquête-là pour le prochain triennat. Donc, c'est vraiment une proposition qui est faite, mais sur laquelle on ne s'est pas penché sur la forme de l'enquête. Là, moi, j'ai quand même une petite idée de ce que je souhaiterais faire, mais il y a des discussions qui vont être nécessaires pour voir qu'est-ce que ça va être exactement. Donc, ici, on passerait aux mesures de soutien. C'est les mesures qu'on souhaiterait modifier au programme d'accès à l'égalité syndicale. Donc, vous avez dans la colonne, la deuxième colonne, les mesures actuelles, et dans la troisième colonne, vous avez les mesures qui sont proposées par le Comité de la condition des femmes. Dans les mesures actuelles, ce qui est proposé, c'est vraiment des moyens qui sont spécifiques. Donc, on souhaite qu'une formation sur le programme d'accès à l'égalité syndicale soit offerte. Et je vous amène à la dernière case. On souhaite qu'il y ait un outil de sensibilisation qui soit travaillé. Ce que le Comité de la condition des femmes propose, c'est d'y aller un peu plus large, donc que différents moyens soient utilisés pour sensibiliser les affiliés au PAES, pour faire connaître sa raison d'être et son application auprès des différents groupes, et on nomme exactement les mêmes groupes. Et on vient ensuite dire que les moyens vont être déterminés et inscrits au plan de travail du comité et du réseau de la condition des femmes. Pour celles qui n'étaient pas là au début du triennat, le plan de travail est travaillé conjointement. Il est aussi présenté au réseau de la condition des femmes. Donc, c'est pas vous allez être au courant des moyens qui vont être mis en place. Mais ça évite aussi de dire on a fait la boîte à outils. La boîte à outils, c'est 5 formations. Donc, cette mesure-là, on l'a fait, on l'a atteint. Et je n'ai pas l'impression que ça veut dire qu'on peut s'asseoir sur nos lauriers, continuer à avancer, puis se dire, ben, on a répondu à cette mesure-là, on n'a plus rien à faire. Je pense qu'il faut aussi essayer de trouver d'autres moyens pour sensibiliser puis informer les gens du programme d'accès à l'égalité syndicale au-delà de la formation. Et on insère aussi les outils de sensibilisation. Donc, ça, ce serait nos propositions. Quand vous voyez la deuxième case, s'il n'y a rien à côté, c'est qu'on ne change pas, on n'enlève pas la mesure actuelle qui est là, mais on n'apporte aucune modification à cette mesure. Ensuite, c'est vraiment dans la même lignée. Dans les mesures actuelles, il n'y avait qu'une formation sur les rapports sociaux de sexe soit offerte lors d'un CG et que soit organisé et tenu un colloque sur les rapports sociaux de sexe. Et ce qu'on vient vous proposer, c'est que différents moyens soient utilisés pour aborder la notion des rapports sociaux de sexe à chacun des triennats. Les moyens seront inscrits au plan de travail du comité et du réseau de la condition des femmes. Donc, plutôt que de se mettre une boîte, de dire c'est une formation et c'est un colloque, on vient vraiment ouvrir les possibilités de ce qui peut être fait pour aussi rencontrer les mesures qu'on s'est mis dans le programme d'accès à l'égalité syndicale, parce que de tenir un colloque à tous les triennats, je pense que c'est un peu... c'est pas possible avec les budgets qu'on a de tenir ce colloque-là sur les rapports sociaux de sexe. Et je pense qu'il y a différents moyens qu'on peut faire aussi. Puis c'est pas dit non plus que ça doit être tenu à chacun des triennats. Donc encore là, il y a un colloque qui a été tenu il y a des années de ça. Et il n'y en a pas, de ce que je sais, il n'y en a pas qui s'est tenu par la suite. Donc, ce qu'on veut, c'est que ces mesures-là, dans le fond, soient plus accessibles et qu'on ait une obligation de le faire à chacun des triennats, là, vraiment de mettre des moyens en place pour aborder la notion des rapports sociaux de sexe. Ensuite, bon, vers le congrès, à l'heure actuelle, le congrès, la forme, elle est toujours inconnue. Le programme d'accès à l'égalité syndicale, ce qu'il prévoit aussi, c'est qu'il y ait des actions qui soient faites pendant le congrès. Donc, on doit avoir un endroit pour pouvoir se consulter. Et on doit tenir aussi une rencontre pendant le congrès. Le comité dès qu'on va connaître la forme du congrès, le comité va se pencher sur la façon dont on peut la façon qu'on peut prendre pour
rendre un endroit disponible pour les femmes, tenir une rencontre. On va essayer de voir comment on peut s'y prendre. Puis, il y a aussi, on travaille à l'heure actuelle à des outils qu'on va mettre en place pour essayer de susciter l'atteinte d'une représentation proportionnelle pour le Congrès. Donc, je vous invite déjà à en parler dans vos délégations respectives, vos syndicats respectifs, parce que au fond, c'est eux qui détiennent le pouvoir des délégations qui vont venir. Donc, plus il y a de femmes dans les délégations, mieux c'est. Puis, si vous êtes en mesure de sensibiliser vos syndicats locaux sur la représentation proportionnelle, je pense que ça pourrait aider aussi à l'atteinte de la représentation qu'on souhaite. Et ça fait le tour de la présentation sur le PAES. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, elles sont vraiment les bienvenues. Puis, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est vous entendre sur les propositions de modifications qui ont été faites au niveau du programme d'accès à l'égalité syndicale. Est-ce que vous trouvez que ça a du sens ou pas? Donc, on vous invite au fond à nous faire part de vos commentaires à ce sujet-là. Puis pour le faire, si vous pouvez lever la main, je vais arrêter de partager mon écran. Puis c'est ça, juste lever votre main, puis à ce moment-là, on va pouvoir vous donner la parole. Madame Ginette Gagnon, levez la main. Ginette Plamondon. Plamondon. Ginette Plamondon. En fait, je voulais simplement m'excuser pour mon absence pendant le tour de présentation tout à l'heure. Conciliation, travail, maison ou je ne sais trop. Donc, Ginette Plamondon, pardon, conseillère conditions des femmes pour l'AREC, l'Association des retraités de l'éducation que vous connaissez et des autres services publics que vous connaissez certainement toutes. Merci. Merci, Ginette. Désolée pour vous avoir débaptisé. Est-ce qu'on m'entend mieux, là? Oui? OK, cool. OK, on a quelqu'un dans le chat. Je vais faire la lecture par Mme Veillette. Marie-Hélène? Oui, vas-y. Je pense que c'est pas nécessaire de faire la lecture dans le chat. J'irai avec les personnes qui ont levé la main. Moi, Caroline Desmarais. Ah, tu vois, je ne l'avais pas vu. Oui, j'aurais quelques questions, en fait, peut-être des précisions là, sur ce qui nous a été présenté. Entre autres, quand on voyait les tableaux là, sur la participation dans les instances, dans les comités, il me semble que j'avais déjà vu de l'information aussi sur la participation active des femmes dans les instances comme le CG ou le CGN, entre autres. Parce que, oui, la présence dans la salle, c'est quand même important, mais la présence aussi active, c'est-à-dire prendre la parole, participer au débat de façon active, ça aussi, ça fait une différence. Je serais intéressée de savoir si on les a, ces informations-là, ou si ça serait intéressant aussi d'aller les chercher dans le futur. Aussi, concernant le même point, je me demandais s'il y avait eu une analyse de cette participation-là dans les fédérations pour les comparer peut-être à ce qu'on voit en centrale versus ce qui se passe dans nos fédérations, parce que pour le vivre, je sens qu'il y en a une différence dans la participation des femmes à ces différents niveaux-là. Fait que peut-être qu'on pourrait éventuellement se questionner sur qu'est-ce qui fait que c'est différent, justement. Puis, un peu plus tard, on voyait là, des allusions aux rapports sociaux de sexe. Je me demandais, c'était quoi en fait, la distinction qui était faite au niveau d'utiliser le terme sexe plutôt que genre, peut-être? Est-ce qu'on irait chercher quelque chose d'un peu plus inclusif aussi si on utilisait le terme genre, puis qu'on se rapprocherait un peu plus au niveau de la construction sociale reliée au genre plutôt qu'au sexe, qui est la définition un peu plus physique du sexe qui nous est assigné à la naissance, si on peut dire. Donc, j'avais ce questionnement-là aussi. Merci. On va prendre, dans le fond, je vais prendre quelques questions, puis je vais répondre par la suite. Sylvie Lemelin. Oui, c'est un peu pour répondre à la question de Caroline, je crois. À propos des fédérations, nous autres, à la FEC, on a un PAES un peu inspiré de celui de la CSQ,
dont on s'est doté il y a 5-6 ans. Ce PAES, donc, calcule le nombre de femmes qu'il y a à la FEC dans son ensemble. Alors, c'est 52 ce qui nous concerne, quand on prend l'ensemble des syndicats de la FEC. Et ensuite, calcule le pourcentage de femmes qu'il y a dans chacun des syndicats. Et on s'est donné des objectifs en ce qui concerne les instances, alors notre CG, notre CF, bon, et ainsi de suite. Et chaque syndicat a aussi comme objectif d'avoir une représentation équivalente à sa proportion de femmes. Alors, on fait le suivi comme ça occasionnellement à chaque triennat, là, nous autres aussi. Mais je sais qu'à la FEC, il en existe un comme ça, mais je ne pense pas qu'il existe un PAS dans chacune des fédérations. Les autres pourront compléter, là, mais je voulais au moins faire le portrait de ce qui existe. Et à la FEC, on s'est aussi dit cette année qu'on était pour le réviser et on s'est dit aussi qu'on était pour essayer de prendre les prises de parole dans les CG. Parce que c'est bien beau d'être présent, mais encore, tu avais raison de dire est-ce qu'elles prennent la parole? Les femmes, c'est pas évident de tenir des statistiques là-dessus. Là. C'est pas encore doté d'un outil ou d'une façon de faire. Il faut être nous-mêmes dans les instances, puis il faut prendre la parole nous-mêmes des fois. Alors, bon, j'ai essayé de le faire à la dernière fois. Je sais que j'ai entendu parler d'un super bon truc, là, une tricoteuse qui tricote un foulard orange quand c'est un gars qui parle, puis un foulard vert quand c'est une femme qui parle, puis à la fin de l'année, on regarde quel foulard est le plus long et on se doute c'est lequel, mais enfin, ça sera à vérifier. Alors, c'est une bonne idée, mais moi, je ne sais pas tricoter. Enfin, si jamais vous avez des bonnes façons de tenir les tours de parole puis des bons outils qui permettent d'avoir des données plus fiables que ce que je fais en ce moment, je serais preneuse. Merci. Merci, Sylvie. Je ne vois pas d'autres mains levées. Dans le chat, je suis désolée, c'est impossible pour moi de lire le chat en même temps que je présente, là, donc il y a des délais. Tout à l'heure, j'ai dit que c'était possible d'enregistrer. Il n'y a personne qui s'est opposé à l'enregistrement, donc celles qui souhaitent enregistrer, vous pouvez le faire. Attends un petit peu, Julie. Pour enregistrer, il faut me faire la demande. Hein? Oui, les participantes ne sont pas autorisées à enregistrer. Tout à fait. Il faut qu'elles fassent une demande. Donc, moi, je suis en train d'enregistrer, là, mais Parfait. si vous voulez, vous passez par le chat. Je vais sur votre nom de participante et je vous fais une invitation à vous débloquer pour pouvoir enregistrer. N'hésitez pas s'il y en a qui veulent enregistrer. Madame Lemelin, s'il vous plaît, pouvez-vous baisser la main? S'il vous plaît. Quand on est en présentiel, la main se baisse automatiquement. Oui, mais. On ne garde pas ça levé longtemps. Ben, c'est ça. Sur cette affaire-là, là, ça baisse pas. Ben, c'est ça. Bon, pour répondre à la question de Caroline, je n'avais pas noté ton nom, mais oui, la participation active, c'est aussi quelque chose sur lequel on s'est penché. Ça fait quelques CGM, si je ne me trompe pas, que j'essaie de noter la participation. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement extrêmement difficile. Pour être très honnête. Et puis, pour que ce soit efficace, bien, il faut aussi être présente tout le temps. Là. On ne peut pas s'absenter pour aller aux toilettes ou parce qu'on peut manquer un tour de parole. Pour l'avoir fait, moi, je me suis fait un outil maison que je ne te partagerai pas, Sylvie, parce qu'il n'est pas efficace du tout. Mais je suis à le travailler puis à le bonifier parce qu'il y a différentes prises de parole aussi. Est-ce qu'on se lève pour aller poser une question? Est-ce qu'on se lève pour faire un commentaire? Est-ce qu'on fait une proposition? Est-ce qu'on va appuyer la proposition de quelqu'un? Je pense qu'il y a différents niveaux. Puis, tu sais, peut-être, moi, j'essaie de voir, tu sais, je le regarde vraiment d'un œil à me dire jusqu'où est-ce qu'on peut aller, puis où est-ce que ce serait intéressant. Je pense qu'il y a énormément de choses, puis il va falloir y aller probablement à pas de bébé pour être capable de noter cette représentation-là, puis la participation active des femmes, parce que je suis tout à fait d'accord, on a beau être assise dans la salle, c'est un des éléments qu'on ramène souvent dans la formation prise de parole des femmes. On invite toujours les femmes à dire, bien, regardez qui va prendre la parole au prochain moment, et c'est des hommes majoritairement qui se lèvent et qui vont prendre la parole. Donc, c'est ça,
c'est difficile, mais c'est un des éléments sur lesquels on souhaite travailler. Puis si on finit par trouver Sylvie, si toi tu le fais de ton côté, on peut peut-être se partager des trucs et essayer de voir ce qui peut fonctionner. S'il y en a d'autres qui le font, je vous invite aussi là, à ce qu'on puisse communiquer ensemble, quitte à se faire une petite rencontre. Avec le virtuel, des fois, c'est plus facile, là, mais pour essayer de voir à un outil qu'on pourrait utiliser, puis qui nous permettrait d'avoir des données un peu plus fiables. Au niveau de l'analyse de la participation des fédérations, là, on en est au début, on est dans la dernière année du triennat. Quand on arrive au congrès, il y a un questionnaire qui est envoyé à chacun des syndicats, fédérations, pour connaître la participation, puis comment ils appliquent les mesures qu'il y a dans le programme d'accès à l'égalité syndicale. La centrale met en place des mesures, propose des mesures, mais ça appartient à chacune des fédérations et à chacun des syndicats d'appliquer ces mesures-là et de voir comment il va les mettre en place dans son syndicat. On ne peut pas obliger un syndicat ou une fédération à appliquer la mesure de façon intégrale ou à la faire d'une telle façon. D'où l'importance, quand on est en réseau des femmes, je pense que ça fait partie de nos rôles aussi de rappeler à nos syndicats locaux, à nos fédérations, l'importance de la mise en place du programme d'accès à l'égalité syndicale dans nos syndicats, dans nos fédérations, l'importance aussi de la mise en place d'un comité de la condition des femmes. Donc, il y a ces mesures-là, je pense que ça nous appartient à nous aussi de les porter dans nos syndicats locaux, puis dans nos fédérations. Pour le terme genre, je suis tout à fait d'accord. On a modifié, quand on a fait le programme d'accès à l'égalité syndicale date de 1994. À chaque année, on met à jour les données de représentation. Cette année, quand on a mis à jour les données de représentation, j'ai modifié à plusieurs endroits parce qu'on faisait référence au sexe. Donc, on récoltait les données sur le sexe en CG, dans les instances et tout ça, alors que c'est des données sur le genre qui sont récoltées et non pas sur le sexe. Celle-là m'a échappé, mais je suis tout à fait d'accord que on va gagner à parler des rapports sociaux de genre plutôt que des rapports sociaux de sexe. Donc, ça va être modifié, là, à moins que le comité de la condition des femmes me dise qu'ils ne sont pas en accord ou qu'il y ait une opposition dans la salle à ce qu'on traite de la différence. Puis peut-être juste pour expliquer, quand on parle de sexe, on réfère vraiment aux organes biologiques, à tout ce qui est biologique chez la personne. Quand on parle de genre, on va parler de la construction sociale qui entoure chacun des sexes. Donc, comment on se représente une femme, comment on se représente un homme. Puis je pense que dans les rapports sociaux, c'est vraiment cette représentation-là qui est problématique. C'est pas tant le sexe qu'on a, mais c'est sûr que ça découle de ça, mais bon, c'est plus la représentation sociale, toute la construction qui est faite autour de ça qui est problématique. Donc, on gagnerait à mettre genre. Il y a ensuite Lynn Clément. Oui, moi, c'était juste pour savoir si ça serait possible de recevoir le tableau version que je pourrais le modifier pour pouvoir sensibiliser le conseil exécutif du SEE pour leur montrer dans chaque comité, justement, faire l'exercice pour chaque comité du SEE, tout du moins sensibiliser les délégués à cette réalité-là de parité ou non. Désolée. Catherine Paradis. Excusez. Pour ce qui est de la collecte de données, mais tu sais, c'est intéressant et c'est important parce que ça nous permet de prendre une photo puis de suivre l'évolution aussi de la situation. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est partir de ça pour faire de la sensibilisation, de se trouver des moyens de former aussi, puis d'encourager les femmes à prendre la parole, puis à faire des interventions peut-être plus politiques et tout ça. Fait si les CG sont enregistrés, il y aurait moyen après coup de dire, bon, ben, avec une équipe,
de la CSQ, ben, on analyse effectivement les données, on chronomètre et tout ça, parce que de le faire en direct, ben, peut-être qu'on sauve du temps parce qu'on le fait sur le coup. Mais en même temps, si tout ça est enregistré, ben, ça donne du lousse pour faire une analyse peut-être plus efficace, puis plus minutieuse, puis peut-être, sans le faire à chaque CG, ben, prendre une photo peut-être de temps à autre, ça pourrait déjà être un moyen de recueillir des données puis de le faire de manière plus précise, parce que je trouve que d'évaluer la présence, la participation active puis le type d'intervention, c'est ultra pertinent. Puis on pourrait aller encore plus loin dans les données, est-ce que dans la provenance aussi des femmes, c'est selon les fédérations et tout, de voir s'il y en a qui s'affirment plus ou moins, ou ça aussi, ça pourrait être intéressant aussi, là. Voilà. Merci. Marie-Hélène. Alors, ben, je vais aller tout de suite avec ce que je viens d'entendre. Ben, je trouve que tout le monde a des belles idées, c'est plaisant et nourrissant. Mais ce que je me dis, c'est, mon Dieu, ça va être long, mais je me dis peut-être que ça serait intéressant de penser à des sortes de formations où qu'eux, ils pourraient faire ça, dans le fond, des étudiants en communication ou en sociologie ou tout ça, que peut-être qu'on pourrait s'associer avec eux et qu'eux font ce travail-là. Ça nous aiderait à avoir ces données-là, puis je trouve que ça leur donnera une expérience terrain, puis en même temps, je trouve que ça les sensibiliserait, eux, les étudiants qui font ça, au monde syndical, à pourquoi il faut penser qui prend la parole, tout ça. Fait que je trouve que ça serait intéressant. Ce que je voulais dire tantôt quand j'ai vu ma main, c'est que je revenais à... J'ai pris des notes. Je trouve ça bien de conscientiser les gens à tout ça. C'est important de prendre du temps parce qu'on n'en a jamais assez. Fait que je pense que c'est bien que vous nous rappelez ça, que vous prenez du temps pour ça. Puis oui, vous avez fait plein de belles choses. Puis moi, j'ai de la misère à le mettre à l'avant dans mon syndicat ou à avoir du temps. Il y a toutes sortes de choses à discuter, puis ça ne semble pas être mis de l'avant. Là, je dis ça pas pour chialer, là, mais je comprends qu'il y a plein de choses, mais j'essaie peut-être pas assez, mais je vais continuer d'essayer. Fait que c'est bien de nous le rappeler. Mais dans le fond, moi, ce qui me vient en tête, c'est quand on parle de participation, c'est qu'il y a différents types de personnalités des gens. Puis il y en a qu'ils peuvent être, je pense que c'est bien qu'on représente tout le monde. Puis c'est sûr que ceux qui s'impliquent dans le syndicat, on va dire qu'ils peuvent être plus d'un style de personnalité en général. Mais c'est le fun, cette diversité-là. Puis s'il y a des gens qui ne veulent pas parler, je trouve ça bien puis je sais qu'on l'a déjà fait, de peut-être faire vraiment quelque chose qu'on prend un temps pour que les gens écrivent leur position. Donc, s'il y en a qui sont moins à l'aise d'aller parler, peut-être à l'écriture. Puis là, encore là, si on fait un papier, bon, les gens, je ne sais pas à quel point ils répondent ou pas, là. Je vous ai dans ma tête qu'ils doivent répondre, mais bon. Est-ce que c'est plus facile à l'ordinateur? Est-ce que quand c'est des questions, puis on a à faire des choix de réponse avec un petit commentaire? Donc, si dans des rencontres, on garde du temps pour ça, mais je pense que ça va augmenter la participation de tout type de personnalité. C'est ça qui m'est venu. Merci, Marie-Hélène. Je vais prendre Mélanie Désiel. Bon matin. Bravo pour le travail que vous avez fait sur dans le fond, sur les changements sur le PAS. Dans le fond, moi, j'ai un questionnement. Dans ma fédération, eux autres, c'est 3 hommes à l'exécutif de la Fédé. Bon, okay, déjà là, ça ne représente pas ce que ça devrait, mais on va laisser ça comme ça pour le moment. Après ça, si moi, je fais partie du réseau de la coalition féminine, puis j'ai amené à mon local tout ce que je devais faire, puis on représente bien, etc., c'est bon. Mais si la Fédé sont 3 hommes, ils sont pas au courant de tout ça, puis ils s'assurent pas que les autres Fédés le fassent, parce que moi, je vois pas les autres Fédés, mais les autres locaux de cette Fédé. Parce que, tu sais, comme ça fait plusieurs réseaux que je participe, puis j'ai jamais vu des gens de ma Fédé. Si j'en ai vu peu. Fait que comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que tout le monde
mettons, moi, je fais partie de la Fédération du personnel de soutien scolaire. Bon, ben, c'est comment s'assurer que tout le monde dans les locaux de la Fédération du personnel de soutien scolaire le fasse. C'est plus ça mon questionnement. C'est-tu à moi, Mélanie Desiel-Proulx de l'Outaouais, d'aller parler à la Fédé afin qu'eux autres le fassent? En tout cas, hein, j'ai hâte de t'entendre. Oui, c'est à toi, Mélanie. Non, non, c'est pas vrai. Je vais répondre, c'est une blague. Je vais répondre aux questions rapidement parce que c'est l'heure de la pause. Les tableaux qui peuvent être modifiés, Lynn, si c'est possible, peut-être de me c'est ça, je comprends pas tout à fait ta demande là, par rapport à ça. Ensuite, Catherine, je trouve ça super intéressant, tout ce que tu as amené. Je l'ai pris en note. Puis, au niveau de la photo, de temps à autre, dans les instances, moi, ce que je remarque aussi, c'est que par sujet, les interventions vont être différentes. Je vous ramène aux images de réseau qu'on avait. Les femmes ne participent pas au réseau SST. Les femmes ne participent pas, participent moins, je m'excuse, là, je vais m'exprimer comme il faut, au réseau sociopolitique aussi. Donc, est-ce que les femmes interviennent de la même façon selon les sujets qui sont amenés? C'est aussi un autre élément sur lequel je trouve qu'il est intéressant. Donc, la photo, des fois, c'est difficile. Puis, les idées de mettre des gens qui travaillent sur à réécouter puis à prendre en note, c'est super intéressant. On en a discuté, nous aussi, mais il faut aussi voir la faisabilité. Je vous rappelle qu'un CG, c'est sur 3 jours. Donc, réécouter les 3 jours de CG et noter. On avait même parlé rapidement de dire on va prendre des stagiaires l'été puis on va leur faire ça. Et moi, je me dis, pauvre stagiaire, là, honnêtement, je n'appliquerai pas à ce stage-là, mais on est vraiment à essayer de réfléchir. Puis toutes les idées sont bonnes, même si là, j'amène en disant c'est un peu difficile de le faire. Je pense que toutes les idées sont bonnes, puis ça va nous permettre de trouver une façon de fonctionner probablement. Les différents types de personnalités aussi, Marie-Hélène, merci. C'est vrai, il y a des gens qui ne prennent pas la parole, puis on en parle dans la formation aussi de prise de parole des femmes. Donc oui, c'est un élément qu'on peut prendre en considération puis essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer les choses. Et Mélanie, il y a l'activité 5 du PAES dans la boîte à outils qui permet de faire un portrait du syndicat local. On a, je ne sais pas où toi tu participes. Je pense que ce qu'on a comme rôle, c'est dans chacune des instances sur lesquelles on participe, on a comme, on se donne la responsabilité parce que, je disais, on a la responsabilité de le ramener dans nos syndicats locaux, mais je comprends tout à fait que vous avez vos jobs. Il y en a que leur participation, c'est une participation au réseau, mais elles ne sont pas impliquées dans leur syndicat. On a des implications vraiment différentes. Et on fait les pas qu'on est capable de faire à l'échelle aussi de ce qu'on est capable de donner comme implication. Là, je ne suis pas en train c'était vraiment pas mon intention de faire reposer ce poids-là de la représentation des femmes sur vos épaules. Les fédérations sont au courant du programme d'accès à l'égalité syndicale. Les syndicats locaux qui participent dans les CG aussi sont au courant du programme d'accès à l'égalité syndicale. Il y a une présentation de ça qui est fait à chaque congrès. Ça a été présenté cette année. La boîte à outils a été présentée en CG. Donc, les gens le savent que ça existe. Nous, on est là pour leur rappeler, on est là pour leur proposer des choses quand on peut le faire. Mais je pense que chacun a sa responsabilité. Puis quand on voit une porte ouverte, si on est capable de la prendre et de la saisir, faites-le. Mais en même temps, on ne peut pas à nous seuls venir changer le tout en claquant des doigts. Donc, c'est pas une préoccupation. Il y a des syndicats qui vont l'avoir, cette préoccupation-là. Il y en a qui l'ont moins. Mais je pense que plus on en parle, plus on fait remarquer cette différence-là, plus on a peut-être, on va avoir l'opportunité, dans le fond, d'amener des changements ou c'est peut-être pas nous qui vont les amener, mais ça va faire prendre conscience aux syndicats des changements à prendre. Donc, ça t'appartient vraiment pas, Mélanie. Tu fais ce que tu es capable de faire et c'est la même chose pour tout le monde ici. C'est l'heure de la pause. J'ai vu que Mélanie, elle avait relevé sa main.
est-ce que c'est peut-être juste une intervention très courte pour qu'on puisse prendre une pause? Puis, voilà, tu peux y aller, Mélanie. Oui, c'est une intervention très courte, mais dans le fond, je peux le faire. Je peux faire l'intervention malgré que je suis un petit local qui s'adresse à la fédération. C'est quelque chose qui se fait. Tu es membre à la CSQ, tu as le droit de m'envoyer une question, tu as le droit d'envoyer une question à toute personne. Donc, c'est pas, t'es pas une petite personne, tu es membre de la CSQ, puis tous les paliers qui sont là, ben, tu as le droit de t'adresser à chacun des paliers qui sont là. Donc, si tu veux faire l'intervention, tu as tout à fait le droit de la faire. Fait que là, on prendrait une petite pause pour respecter l'horaire. Là, je suis désolée, je vous ferai revenir quand même à 11h15 si ça vous va. Donc, on prendrait un 10 minutes de pause. Puis, au retour, on débuterait avec la conjoncture socio-politique et économique. Bonne Ça va pause, pour tout le monde? OK. Est-ce que... Bravo, Julie. Mais c'est vraiment de leur rappeler l'activité simple. Ils peuvent faire leur portrait de leur propre syndicat. Puis c'est de là, je pense que Lynn, c'était ça aussi. Elle voulait les diagrammes pour pouvoir faire le portrait, bien, qu'elle prenne la boîte à outils. C'est simple. C'est ça. C'est ça qui va leur permettre d'avoir un échange dans leur syndicat local. Puis ensuite, bien, ça te permet de faire le même exercice. Quand tu fais cheminer ton monde au local, bien, ça amène des discussions en fédération là, pour répondre un peu à ce que Mélanie... c'est pas juste d'aller dire « Hey, vous êtes 3 à l'exécutif, 3 gars », tu sais. Oui, ça compte. Oui, mais c'est vraiment la pochette, là. Puis Lynn, je pense que c'est ça. Elle voulait utiliser les mêmes, puis en changeant pour son syndicat local, mais qu'elle s'en fasse un avec les comités qui existent au local. C'est vraiment la boîte à outils. On dirait qu'il... Je sais pas, il va falloir reparler comment qu'on peut... Refaire... Ouvrir la boîte. OK, je te laisse aller en pause. C'est bon. Est-ce que les CG sont enregistrés, Julie? Oui. Ah, je m'excuse. Je réponds, mais je réponds à... J'ai répondu... Non, c'est parce que quand je réponds, j'ai répondu en privé à Lise, donc je m'excuse, Lise, ça appartenait à tout le monde, la réponse, mais oui, ils sont enregistrés, les CG. C'est tout enregistré, mais la difficulté, c'est pas d'avoir accès à ça. La difficulté, c'est de réécouter les échanges qu'il y a eu pendant 3 jours de CG. C'est le temps que ça prend pour faire tout ça. Fait que, tu sais, puis on peut pas passer en disant celui-là, je l'ai bien fait parce que c'est vraiment, tu sais, tout dépendant ce qu'on veut, ce qu'on veut fixer. Si on veut juste dire c'est un gars, c'est une fille, c'est un gars, c'est une fille, ben là, c'est quand même assez facile de prendre de prendre le pouls. On n'a pas besoin d'écouter ce qu'il amène. Mais moi, je trouve ça intéressant. Tu sais, j'essaie, quand je fais l'exercice, j'essaie de voir qu'est-ce qui amène. Est-ce que la personne pose une question? Est-ce que la personne émet une opinion sur ce qui a été amené? Parce que, tu sais, poser une question, c'est assez simple de dire est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Je comprends pas. Bon. Mais est-ce que les femmes dans le CG se lèvent et vont exprimer des opinions qu'elles ont par rapport à ce qui est présenté? Est-ce qu'elles vont exprimer ces opinions-là quand on parle de sociopolitique ou d'économie? Ou elles vont aller l'exprimer quand on parle plus de ce qui est spécifique à la profession qu'elles occupent. Fait que c'est tout ça qui est à réfléchir pour essayer de se dire quel cadre on va prendre, vers où on veut aller, parce que la participation active, on peut l'avoir de différentes façons, puis c'est pour ça que je disais qu'il faudrait qu'on y aille probablement à pas de bébé, parce que... Ou bien on se met à tricoter. Ah, je l'aimais cette idée-là. Est-ce que je peux faire un commentaire? Bien oui, sûr, Mme Arsenault. Okay. Ben, moi, j'écoute tout ça, puis la prise de parole, ben, j'ai appris ça. Hein. Ça s'apprend comme n'importe quoi.
Je pense que ce qui est important là, dans une discussion quand vous êtes dans votre congrès, là, je ne sais pas comment vous l'appelez exactement, c'est de savoir quand vous prenez la parole à quel niveau, puis Mme Julie vient de le dire. Est-ce que je prends la parole pour une clarification? Alors, à ce moment-là, quand je la prends, je dis question de clarification. Parce que ce n'est pas toujours clair, c'est ce qui est fait. Alors, parce qu'il faut comme suivre où la proposition s'en va. Sinon, ben, c'est un peu, ça peut être un peu flou. Ensuite, il y a discussion sur la proposition. J'ai le droit, comme membre, d'aller dire ce que je veux, ce que je pense ou le groupe que je représente, en tout cas, whatever. Mais je le dis, discussion sur la proposition. Alors, voici mon avis. Parce que des fois, la proposition n'est même pas claire, puis il y en a qui sont en train de dire qu'ils vont voter pour, puis on ne sait pas on sait pas la proposition finale. Et lorsque c'est la proposition, on la propose. Mais il faut aussi lâcher prise quand on propose de quoi, en ce sens que si ça ne passe pas, ce n'est pas grave, je l'ai proposé. Je suis membre et j'ai le droit de faire une proposition. À partir du moment où je donne mon idée, elle ne m'appartient plus. Elle appartient à tous les membres qui décideront d'en faire ce qu'ils veulent. Et moi, comme ancienne infirmière, ce que je vous dis, je ne sais pas si c'est pertinent, je vous dis comment moi j'ai fait ça. On faisait des midis cliniques. On appelait ça de même. Alors là, il fallait, puis moi, j'ai enseigné l'éthique aux infirmières, puis je faisais ça. On prenait des sujets de discussion, on pouvait être 6 d'un bord, 6 de l'autre, et puis on discutait pour ou contre une proposition sur un sujet, là, n'importe quoi. Puis comme ça pratiquait les gens à avoir des arguments. Ça fait que vous pourriez faire ça lors de votre rencontre, lorsque vous faites une rencontre réseau. Vous dites, on fait une demi-heure de pratique. Bien, je trouve que c'est une bonne idée, Mme Arsenault. C'est une façon de tricoter. Ça peut être n'importe quel sujet. Ça peut être la surcharge des CLSC, la pandémie, des CHSLD. Puis là, il y en a qui, en tout cas, ça vous prend tout simplement une animatrice qui va conduire ça. Ça, c'est facile à trouver. Vous êtes capable de faire ça. Et puis là, vous dites discussion sur clarification. Est-ce qu'il y a des questions de clarification? OK. Les gens vont vous... Après ça, discussion sur la proposition. Mais là, vous n'êtes plus dans la clarification. Vous êtes supposé d'avoir tout clarifié. Oui, et là, on discute. Oui. Puis quand vous allez au micro, vous dites, moi, là, je suis à l'étape de discussion de la proposition. Comme ça, les gens vont vous écouter, puis vous avez le droit, chacun sa part de vérité. Je vous encourage fortement à le faire. Et comme je vous dis, ça prend comme une espèce de lâcher prise. Parce que moi, je vois toujours ça comme ça. Quand je donne mon idée, je l'ai donnée. Elle ne m'appartient plus. Elle appartient à tout l'ensemble du groupe, puis devra décider ce qu'il va faire avec. Puis des fois, ben, ils vont remanier la proposition. Ouais. Puis faites-vous du fun là-dedans. Merci pour votre sagesse, Mme Arsenault. Là, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir, puis j'interviens par tout ce que je vois. Puis c'est pas grave là, qu'il y a des hommes innocents qui disent des niaiseries. Je vais dire ça ne me dérange absolument pas. Et puis, je suis capable aussi de dire, ben, tel monsieur, là, ben, voici ce que je vous réponds. C'est tout. Je vous laisse 5 minutes, là. Je vais aller prendre une petite pause. Merci. Je ne sais pas si c'est pas. Bien, c'est pertinent. C'est un peu ce qu'on fait dans la formation prise de parole des femmes. L'objectif est vraiment de les amener à construire une proposition, à aller intervenir. Puis même si on n'est pas beaucoup de monde, on le fait à un micro pour qu'elles aient... Parce que souvent, c'est le micro qui bloque. Mais j'aime beaucoup... ce qu'on fait peut-être moins, c'est le côté formel qu'il y a dans des CG où questions, annonces de propositions. Donc, il y a peut-être ça qui serait à ajouter. Puis de l'offrir comme ça en midi, midi clinique, là, mais faire des petites pratiques comme ça sur les heures de dîner, puis utiliser chacune des portes qui peuvent être ouvertes. Là, même au niveau du CG, ça pourrait être intéressant de faire ce genre de pratique-là en CG pour des femmes qui ne sont pas en réseau. Donc, je trouve ça vraiment très intéressant. Je vais... C'est drôle, vous allez avoir du plaisir terrible. Oui, ben je sais. La formation prise de parole des femmes, les gens adorent ça. Les femmes qui participent l'adorent. Là. On a toujours des commentaires très, très positifs sur cette formation-là. Donc, moi, je vois comme ce que vous proposez, c'est un peu une adaptation de cette formation-là, de prendre les ateliers qu'on fait puis de venir les mettre... de venir les offrir un peu plus large. Là. Donc, très intéressant. Merci beaucoup. Tant mieux.
Est-ce que nos invités sont arrivés? Ben, j'ai vu son nom dans la liste des participants. Gabriel, je ne le vois pas, mis à part peut-être qu'il ne se nomme pas Gabriel, mais. Parce que sinon, Pierre-Antoine, je t'ai nommé co-host pour que tu puisses partager le PowerPoint, mais je pense que c'est supposé être Gabriel qui le partage. Donc, je vais le nommer co-host dès qu'il va arriver. Il y a bien du trafic. Est-ce que tu sais si c'est Gabriel ou Pierre-Antoine qui débute? C'est Gabriel qui doit débuter, puis c'était lui aussi qui faisait la projection. OK. Est-ce qu'un d'entre vous peut le texter? On s'est texté il y a 5 minutes. OK, c'est bon. Merci. Tu vas bien? Très bien. Et vous? C'est bon. Ouais. Ah, il est là, Gabriel. Bon. Lynn, je voulais te dire que tu as totalement raison. C'est exactement ça que je voulais dire là, par rapport à avoir le tableau. Je ne veux pas retransmettre d'autres informations sur qu'est-ce que je veux juste utiliser l'outil de base pour modifier les données pour que je puisse le présenter avec les données du SEE pour sensibiliser le conseil régional et le conseil exécutif. Mais c'est pas grave, je me trouverai bien un tableau où j'irai chercher la boîte à outils. J'irai la regarder. Regarde l'activité 5, là. Puis après, c'est facile de te faire un petit tableau. Puis faire le portrait de ton syndicat. Ouais, c'est ça que je vais faire. Ouais. Parfait. Je ne sais pas si, Gabriel, ben, je sais que tu es là, mais est-ce que tu es vraiment là? Puis est-ce que tu es prêt à commencer? Non, je ne suis pas vraiment là. C'est une image de synthèse. Je suis en train de jouer au golf. Non, c'est pas vrai. Bonjour tout le monde. Oui, je suis prêt. Je vois Pierre-Antoine qui est là aussi. On fait une présentation conjointe, conjoncture sociopolitique et économique. Alors, j'en comprends que je suis prêt. Je peux partager mon écran, c'est ça? Oui, tu devrais pouvoir partager ton écran. OK. Je devrais pouvoir. Ça, c'est le bon terme. Share screen. Julie, tu connais notre niveau de discipline. Peux-tu nous rappeler l'objectif temporel? Dans le fond, on a 1 heure en tout, incluant la période de questions. J'ai vu qu'il y avait énormément de diapos. Donc, je vous donnerai peut-être un 40 minutes de présentation à vous deux, puis un 20 minutes Au pire, vous pourrez en ajouter s'il n'y a pas trop de questions à la fin. OK. Parfait. Merci. Est-ce que vous voyez bien mon écran? OK, parfait. Bien, je vais aller dans la conjoncture sociopolitique et économique. Je vais y aller rapidement. Effectivement, on a beaucoup de stock. Ce qu'on peut dire au Québec, d'entrée de jeu, c'est que la pandémie a aussi été une épidémie d'épiphanie. Beaucoup de constats qu'on fait, le mouvement syndical, depuis des années qui ont été révélés au grand jour. Puis, on est obligé de nous donner raison. Dans la catégorie, on vous l'avait bien dit, bien, ça fait des années qu'on déplore la précarité dans les CHSLD, la mobilité du personnel. Et la pandémie a mis en lumière les carences de ce système-là, puis mis en lumière qu'on avait raison finalement. Même chose avec le programme d'assurance-emploi qu'on qualifie d'insuffisant depuis des années, de mal adapté aux nouvelles réalités du marché du travail. Encore là, malheureusement, on avait raison. Sur la question du salaire minimum insuffisant, certains entrepreneurs ont déploré la concurrence indue de la PCU, mais c'est peut-être plutôt aussi le salaire minimum qui est insuffisant. C'est ce qu'on fait avec notre campagne salaire minimum à 15 $.
La COVID a aussi été révélatrice d'inégalités. C'est une crise qui cache une crise sociale et économique. On sait que plusieurs facteurs comme la pauvreté, le genre, surtout le fait d'être une femme et une maladie chronique sont des facteurs de risque. Les travailleuses, les travailleurs précaires, surtout les travailleuses précaires, sont plus exposés. Seul exemple rare sont les emplois faiblement rémunérés qui permettent le télétravail. Dans ce cadre-là, l'importance cruciale des services publics s'est révélée. Si le virus a fait tant de ravages au Québec dans la première et maintenant dans la deuxième vague, c'est avant tout parce que notamment les écoles sont mal ventilées. Il manque de locaux pour diminuer la taille des classes parce que les pénuries de personnel, la privatisation des services de santé ne permettent pas de mettre fin au déplacement du personnel. On en reparlera plus tard d'un site à l'autre parce que le matériel de protection, les capacités de dépistage sont insuffisantes, etc. Le discours typiquement néolibéral de responsabilisation des individus qui est mis de l'avant par le gouvernement leur permet commodement de se déresponsabiliser de 40 ans de politique d'austérité. Oui, dans la crise, il est essentiel que les individus appliquent avec rigueur les recommandations de la santé publique, mais les véritables solutions, selon nous, à la pandémie et aux futures crises passent par des politiques publiques structurantes puis la reconstruction de nos services publics. Or, le gouvernement semble miser sur une relance assez traditionnelle axée sur les projets d'infrastructure, sur le béton. Le projet de loi 66 en est un bon exemple. La semaine dernière, le gouvernement lançait des comités régionaux de développement économique. Or, autour de ces comités régionaux-là, autour de la table, il n'y a que des patrons. Autres personnes du mouvement syndical, mouvement de femmes, mouvement associatif, communautaire, il n'y a que des patrons autour de la table pour relancer l'économie régionale. C'est un peu aberrant. C'est un gouvernement qui est très, très populaire malgré tout. En tout cas, à tout le moins, les derniers sondages nous donnent 50 % d'intention de vote. C'est du jamais vu, ce qui se traduirait par 100 députés sur 125. Il faut remonter au début des années 70 pour trouver des chiffres comparables. Tôt ou tard, un gouvernement aussi populaire a tendance à flirter un peu avec l'arrogance. Le gouvernement est très prompt, comme je disais, à blâmer la population, mais très peu prompt à l'autocritique. Pourtant, lorsqu'on compare le bilan du Québec, il n'y a absolument rien à se péter les bretelles et on verra plus tard quelques données là-dessus. Je pense que, par contre, la deuxième vague pourrait constituer un tournant important. Je pense que les gens sont à bout. C'est un euphémisme de dire que les gens sont à bout. Et le deuxième confinement, je pense, pourrait être un tournant dans cette popularité-là du gouvernement. Je parlais tout à l'heure de bilan comparatif. Là. Vous avez ici dans le tableau les nouveaux cas par million d'habitants en date du 12 octobre, comparaison entre le Québec et les autres provinces canadiennes. Vous voyez que la première vague a frappé très fort au Québec. On avait la commode excuse de la semaine de relâche qui était plus tardive dans les autres provinces. Or, cet été, vous voyez bien que le Québec était au même niveau que les autres provinces. Même faisait mieux que la Colombie-Britannique, que l'Alberta, au même niveau que l'Ontario. Et depuis septembre, ça a explosé au Québec et ça n'a pas tant explosé dans les autres provinces. Je pense que ce n'est pas juste des causes individuelles, il y a aussi des causes structurelles et politiques qu'il faut en tirer des leçons. C'est un tableau qui me fâche beaucoup. Donc, je parlais de décisions. Bien, il y a eu beaucoup d'improvisation, décisions douteuses. Souvent aussi, je trouve qu'il manque de justification aux décisions gouvernementales. On n'a pas accès aux recommandations de la santé publique. On ne sait pas où commencent et où s'arrêtent les décisions de la santé publique, puis où commencent, où s'arrêtent les décisions d'intérêt politique. Je pense qu'une des raisons de notre mauvais bilan, c'est notamment la centralisation excessive du réseau de la santé lorsqu'on le compare au réseau des autres provinces. Conséquence de la réforme Barrette qu'on est en décrier. Aussi, je ne sais pas si Pierre-Antoine en parle dans ses diapositives, mais les investissements publics au Québec en santé publique
sont 3 fois moindres que dans le reste du Canada. Si bien qu'on manque de personnel pour faire du traçage. Moi, les bras m'ont tombé quand la directrice de la santé publique de Montréal a dit qu'elle n'avait pas reçu l'aide de Québec pour engager des gens pour faire du traçage. Alors qu'on sait que c'est le nerf de la guerre, il manque de gens pour faire des téléphones, pour faire du traçage, alors qu'on est en plein chômage massif. Moi, ça me scie. On parlait de règles un peu confuses. Finalement, si on veut résumer, tout est interdit sauf travailler. Donc, ça résume, c'est plus simple comme ça de comprendre les règles actuelles. Petit tableau aussi sur l'évolution. Je vous ai parlé tout à l'heure du nombre de cas en nette augmentation. Heureusement, ça ne se traduit pas par une nette augmentation des hospitalisations et des séjours en soins intensifs comme lors de la première vague pour l'instant. Espérons que ça demeure. Puis on sent aussi depuis quelques jours certains plateaux, voire une diminution là, du nombre de cas là, qui semble se stabiliser autour de 1000 nouveaux cas par jour. En éducation, je pense qu'il y a un mot qui résume la rentrée, c'est improvisation. Nombreux sont les personnels, les parents qui ont reçu les directives à la dernière minute, là, et je ne suis même pas une figure de style, à la dernière minute. Donc, marqué sur l'improvisation, alors qu'on savait depuis des mois, le gouvernement savait depuis des mois qu'il y aurait une rentrée en septembre. Le personnel de l'éducation est au front, tout comme le personnel de la santé. Et là, c'est particulièrement le personnel de l'éducation. On a appris la semaine dernière que le ministère de l'Éducation a choisi de ne pas suivre les recommandations de l'INSPQ. Et le gouvernement préfère des réactions à la pièce en mode plaster. On a instauré des incitatifs financiers pour des suppléants retraités. C'est un peu une iniquité pour les suppléants qui sont déjà là, qui n'ont pas accès à ces incitatifs-là. Je pense qu'on devrait améliorer le sort des gens qui sont déjà là pour ne pas qu'ils quittent, plutôt que d'inciter des retraités à revenir patcher des trous. 30 millions de dollars en santé mentale, qui est une noble intention, mais encore là, on investit dans des projets qui vont être menés par des ressources externes plutôt que d'investir dans des ressources professionnelles dans les écoles. Je parlais tout à l'heure du bilan comparatif entre le Québec et l'Ontario. Vous avez vu, l'Ontario, depuis la rentrée, fait beaucoup mieux que nous. Au Québec, on a choisi d'instaurer le port du masque obligatoire secondaire qu'un mois après la rentrée, le début de la rentrée, alors qu'en Ontario, l'on fait dès le début. Vous voyez ce tableau-là. Or, Dr Arruda continue de penser qu'on a adopté le masque au bon moment. Moi, ce graphique-là me fait penser qu'on aurait dû être plus proactif comme l'Ontario, plus préventif. En enseignement supérieur, l'enseignement supérieur est envahi par l'enseignement à distance. Formule à géométrie variable selon les régions. Certains ont plus de présentiel que d'autres. Heureusement, il n'y a pas eu de baisse d'inscription, du moins dans les cégeps. Je n'ai pas les données pour les universités, mais les cégeps ont même connu une hausse d'inscription cet automne. Hier, on apprenait qu'il n'y avait pas eu de hausse d'abandon des cours comme on pouvait le craindre. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Mais ça soulève beaucoup de questions pour le post-COVID. Qu'est-ce qu'on veut conserver parmi ces nouvelles pratiques-là, parmi ces nouvelles technologies? Plusieurs questions qu'on devra se poser dans les milieux de l'enseignement supérieur. Puis, au scolaire aussi, là, ces mêmes questions-là vont se poser, particulièrement au secondaire. Santé et services sociaux, il y a actuellement un front commun des provinces pour un réinvestissement du fédéral. Voilà, on espère un réinvestissement du fédéral dans la santé depuis des années. Puis là, il y a comme une conjoncture assez intéressante pour que peut-être que ça survienne. Au Québec, on assiste à une privatisation en douce. Il y a un recours accru aux cliniques de chirurgie privée. Le gouvernement nous dit que c'est temporaire, c'est en raison de la crise. Est-ce que ça va s'institutionnaliser par la suite? On peut le craindre. Puis autour de ça, surtout, je sais pas si vous avez vu les enquêtes dans la presse des dernières semaines, là, les vautours qui rôdent autour du réseau de la santé, notamment les nouvelles agences de placement. En raison de l'urgence de la crise, ces nouvelles agences-là ne sont plus soumises aux mêmes critères, aux mêmes standards qu'auparavant. Donc, n'importe qui, grosso modo, peut partir une agence de placement. Des agences qui n'hésitent pas à convaincre, à débaucher du personnel du réseau pour les offrir ensuite aux établissements.
Et l'article faisait mention d'un directeur d'une agence qui parlait de ses recruteurs comme étant des hustlers, comme étant des pimps, qui avaient des infirmières à vendre aux établissements. C'est complètement scandaleux. Ça engendre des mouvements fréquents entre les établissements, ce qu'on veut à tout prix arrêter. Et ces agences-là, ce qu'on apprenait aussi, qu'ils n'hésitaient pas à engager des travailleurs sans papier, qui sont très vulnérables, qui au final, bien souvent, ne sont pas payés par l'agence, qui n'ont pas de formation ni mesures, qui sont garochés d'un CHSLD à l'autre pour boucher des trous comme préposés aux bénéficiaires. Dans la catégorie « Les deux mains dans le sac de bonbons », encore dans la presse, article sur des cadres de CIS, de CIUS, cadres au public et propriétaires actionnaires d'une agence de placement de personnel dans le réseau public de la santé. Quand même assez comme conflit d'intérêts et comme manque de loyauté envers l'employeur. Je ne peux pas trouver de meilleur exemple. Et juste pour rappel, il y a quelques mois, on critiquait le manque de loyauté des infirmières qui osaient dénoncer leurs conditions de travail. Une autre nouvelle aberrante. En santé, ce qui a retenu aussi l'attention, c'est l'hécatombe dans les CHSLD. Vous l'avez vu lors de la première vague. Le gouvernement refuse une commission d'enquête publique sur la situation des CHSLD, ce qui s'est passé en CHSLD. Il y a seulement 6 enquêtes internes très précises en ce moment qui ont cours. Or, le ministre Christian Dubé a avoué il y a quelques jours qu'il n'était incapable d'empêcher la mobilité du personnel. Or, d'autres provinces ont réussi. Le 26 mars, la Colombie-Britannique, par un décret, a réussi à faire ce qu'on essaie de faire depuis des mois, donc à stopper la mobilité du personnel. Puis, il y a 3 raisons pourquoi la Colombie-Britannique a réussi. C'est comme chez nous, il y a des CHSLD, ce n'est pas des CHSLD, mais c'est leur équivalent privé conventionnés et publics, et il y avait des salaires différents dans ces différents établissements-là. Bien, eux ont uniformisé à la hausse les salaires dans ces 3 secteurs-là à 25 $ de l'heure, et ils ont réussi à stopper net la mobilité, qui est une cause importante de propagation du virus. Et nous, 7 mois plus tard, on tergiverse toujours. La dernière idée du ministre, c'est de faire un registre des exceptions. Donc, les CHSLD qui ont recours qui ont du personnel qui sont mobiles doivent le remplir dans un registre des exceptions, parce qu'au final, il ne change absolument rien. Le gouvernement a jonglé avec l'idée de nationaliser les CHSLD privés. Ça semblait plus être une idée, là, parce qu'ils reviennent là-dessus et disent finalement, on va juste les encadrer. Mais c'est quand même à suivre, il n'y a pas de décision finale de prise là-dessus. Pendant ce temps-là, notre ami Dr Fourida s'est inscrit à une rencontre de réseautage d'affaires en santé le 6 octobre, annulée à la dernière minute. Mais moi, je trouve que ça en dit long là, sur un peu une déconnexion, là, que le Dr Fourida ait le temps d'aller jaser pendant 90 minutes avec un groupe d'affaires privées de réseautage du réseau de la santé. Moi, ça m'a fait sourire, disons. Langue française, je vais passer rapidement. C'est le prochain dossier sociopolitique important pour le gouvernement Legault. On veut réformer la loi 101, mais on n'a encore rien de concret à se mettre sous la dent. Donc, je vais passer rapidement. Course à la direction du PQ, bien, le Parti québécois a un nouveau chef depuis vendredi dernier. C'est Paul Saint-Pierre Plamondon, pardon. Un avocat de 43 ans qui a déjoué les pronostics. On s'attendait à ce que ce soit Sylvain Gaudreault qui gagne. C'est un bon orateur qui a beaucoup de défis devant lui. Refaire du PQ un choix populaire, parti qui est un peu en lambeaux ces temps-ci. Se faire élire à l'Assemblée nationale. Il n'est pas député encore. Et je pense que le PQ a peut-être une chance d'occuper un terrain politique. C'est le terrain identitaire, le terrain nationaliste. La CAQ s'est toujours présentée comme un parti nationaliste, mais le vernis commence à craquer, notamment sur la question de la langue française. Là, on s'attend à ce qui accouche finalement d'une souris de la réforme de la loi 101. Donc, le PQ et Paul Saint-Pierre Plamondon ont déjà annoncé ses couleurs. Ils voulaient faire de la promotion de la vitalité du français une donne importante de son action. Condition des femmes, je vais passer rapidement sur les 2 premiers sujets. Là. Je pense que Pierre-Antoine aborde la question de la she-session, puis
la coalition Conciliation Famille Travail Études est à l'ordre du jour du réseau pour parler de la dernière vague de dénonciations sur les réseaux sociaux cet été d'agressions sexuelles, d'inconduite sexuelle. Il y a 1500 noms qui ont été dénoncés sur différents sites Instagram, différents sites Facebook. Certains diront que c'est du lynchage populaire, que ces gens-là n'ont pas eu droit à un processus équitable, qu'il n'y avait pas de contexte. D'autres diront que ça met en lumière les carences du système, le manque de confiance des femmes envers le système. Je pense qu'il y a un peu de vrai dans les deux, là, mais c'est un débat en soi. Et je n'ai pas le temps d'en faire un débat complet. Bon, la marche des femmes, vous savez, qu'elle devait avoir lieu demain, est annulée, reportée l'année prochaine. D'ici là, il y aura tout de même des actions, des journées d'action autour des revendications. Et un petit mot pour dire que, ben, au Québec, au Conseil des ministres, il y a une parité de plus en plus lointaine. Depuis l'élection, il y a 2 femmes ministres qui ont perdu leur siège au cabinet au profit d'hommes, si bien que maintenant, il y a 15 hommes ministres et 11 femmes ministres, donc 40 %. Donc, on est très, très loin là, de la parité, puis même de la zone paritaire. Là, on quitte la zone paritaire, là, tranquillement, pas vite. Réalité autochtone, bien difficile de ne pas parler de l'histoire tragique de Joyce Etchakan, morte à l'hôpital de Joliette sous des insultes racistes. Ce qui est doublement choquant, c'est que ce n'est pas un accident de parcours. La commission Vien, en 2018, avait fait état d'une vingtaine de témoignages sur l'hôpital de Joliette, sur les problèmes qui ont cours à l'hôpital de Joliette. Bien sûr, ce n'est pas tout le personnel de l'hôpital de Joliette qui est raciste, mais ce que ça démontre, c'est qu'il y a un système qui tolère, qui ferme les yeux sur ces pratiques-là. Et le PDG du CIS de la Naudière, lui, s'est dit consterné là, en entrevue, mais il était en poste lors de la commission Vien en 2018, puis il n'y a absolument rien qui a été fait dans le CIS de la Naudière sur cette question-là. Je pense que les solutions sont là, sont dans le rapport Vien. Il serait temps qu'on les mette en place réellement. Au fédéral, j'essaie d'accélérer l'étoile assombrie de Justin Trudeau, qui a été encore pris dans un scandale éthique à la fin du printemps avec l'histoire We Charity. Ça aura coûté le siège de son fidèle ministre des Finances, Bill Morneau. C'est maintenant Chrystia Freeland qui va être la nouvelle ministre des Finances fédérales. C'est aussi la vice-première ministre. C'est quelqu'un qui accumule les succès là, depuis qu'elle est en politique, si bien que plusieurs estiment que c'est elle maintenant la véritable leader du gouvernement et que Justin Trudeau n'est que le poster boy du Parti libéral. Est-ce qu'on peut s'attendre, on sait que Mme Freeland est féministe, fille d'une militante féministe. Est-ce qu'on peut s'attendre à un plan de relance qui fasse plus de place aux enjeux féministes? L'avenir nous le dira, mais ce sera intéressant à surveiller. Discours du trône, je vais passer rapidement, ça se résume comme ça. Discours du trône fédéral, beaucoup d'argent, beaucoup d'engagement, beaucoup de mots. Pour vous dire un petit mot, si vous présentez M. O'Toole, qui est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada, qui remplace le charismatique Andrew Scheer. C'est un conservateur typique, fait campagne sur baisse d'impôts, baisse de taxes, pro-pipeline, pro-business, pro-Israël, veut diminuer le financement de Radio-Canada. Un conservateur assez typique, se dit par contre modéré au plan social. M. O'Toole aura 2 défis, je pense. Un défi de notoriété. À l'est de l'Ontario, M. O'Toole est très peu connu. Et surtout, se tenir loin du conservatisme social dès que les conservateurs s'enfargent dans les questions sociales, morales, religieuses, droit à l'avortement, mariage gay, etc. Ils se déconnectent de l'électeur canadien moyen, puis ils perdent les élections. Puis je pense que s'il réussit à faire ça, il pourrait avoir une bonne chance de gagner aux prochaines élections, d'autant plus qu'il va y avoir un appétit, selon moi, pour un discours de conservatisme fiscal avec les déficits qu'on a, la dette qui a augmenté beaucoup pendant la pandémie. Je pense qu'il y a un appétit électoral pour un discours de conservatisme fiscal. Puis je pense que M. O'Toole est bien placé pour jouer la carte du gars ordinaire face à un Justin Trudeau qui est rentier de naissance.
C'est la carte que je jouerais si j'étais en promenant mon chien là, avec mon petit gars. Alors, je passe là-dessus je passe la parole à Pierre-Antoine. Merci, Gabriel. Tu peux tout de suite aller à la prochaine. Donc, quand même, là, dans le contexte d'une crise sanitaire qui a entraîné une crise économique là, qui est vraiment exceptionnelle là, dans l'histoire du monde moderne et dans l'histoire du Canada et du Québec, je vais quand même tenter d'amener des bonnes nouvelles parce que un des messages importants est que oui, ce qu'on vit est exceptionnel, ce qu'on vit a eu des conséquences importantes sur l'économie, mais je dois dire que pour l'instant, les scénarios du pire qui avaient été mis de l'avant, particulièrement après la première vague, là, où on avait un portrait assez sombre, semblent avoir été évités. Donc, c'est une crise vraiment exceptionnelle. Là, vous regardez le graphique que vous avez, c'est le PIB nominal. Donc, c'est la croissance de la production et la croissance des prix combinés ensemble. Et même en 2008, là, qui était une crise financière et économique importante, on n'était pas tombé dans le négatif. Donc, pendant une année, là, le PIB avait stagné, alors que pour 2020 là, on s'attend, là, selon les différentes prédictions, à une baisse là, autour de 5 à 6 du PIB nominal. Pour avoir une crise négative, il faut retourner aux années 1930. Donc, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je vais passer ce tableau-là. C'est simplement pour dire que en juin dernier, le ministre des Finances a fait une mise à jour. Il avait, semblait-il, à l'époque, on jugeait que ses estimations, ses prévisions étaient optimistes. Mais en fait, ce qu'on constate, là, c'est que depuis septembre, les banques sont plus optimistes que pendant l'été et ont rejoint presque les prévisions du ministre des Finances. Et la raison, c'est que autant le creux est spectaculaire, autant la reprise va être spectaculaire. Parce que contrairement à une crise économique qui s'étend dans le temps, parce que c'est des problèmes structurels économiques, là, on est dans une situation où la crise économique est provoquée par des décisions politiques de stopper l'économie. Donc, une fois qu'on enlève ces décisions-là, l'économie est repartie, pas complètement, là, mais quand même repartie de manière importante suite au déconfinement. Vous avez là le taux d'emploi, donc c'est le nombre de personnes au travail sur le nombre de personnes en âge de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est un portrait historique là, depuis 1967, donc le début de l'enquête sur la population active. Le Québec, qui a toujours été le perdant, là, le mauvais élève du Canada, depuis les années 2000, là, avait rattrapé, était en tendance de rattraper la moyenne canadienne, avait dépassé l'Ontario dans la dernière année. Et en fait, avant la crise, on était à un niveau record de taux d'emploi là, avec 61,8 % des personnes en âge de travailler qui étaient en emploi. On battait l'Ontario, on battait le Canada. On était donc l'élève modèle. C'est au Québec que la crise a frappé le plus fort, de manière très brusque, là, le marché de l'emploi. Donc, ce taux d'emploi-là est diminué à 50 % là, au mois d'avril. Donc, en plein cœur du confinement, là, une personne sur deux n'était plus en emploi à ce moment-là. Et ça faisait craindre le pire pour la situation économique au Québec. Mais ce qu'on constate, c'est qu'en fait, la relance, la reprise, a été plus forte au Québec qu'ailleurs au Canada. Et encore aujourd'hui, puis c'est constant depuis le mois d'août, quand on regarde les chiffres de l'emploi, on fait mieux au Québec que partout ailleurs au Canada. On bat l'Ontario et on bat la moyenne canadienne. Là, on est à presque 60 % de taux d'emploi. Donc, on a récupéré, là, selon l'indicateur, là, à peu près 95 à 97 % des emplois perdus pendant la période. Bien sûr, cette crise-là, cet impact-là sur le marché du travail ne va pas affecter tout le monde de la même manière. Et là, je vais faire plusieurs groupes, je vais cibler plusieurs groupes. Vous allez comprendre à la fin, là, tout ça s'explique pas mal par les secteurs qui ont été visés par le confinement et qui tardent à repartir, à redémarrer là, parce qu'ils sont encore affectés par les mesures sanitaires. Puis, je ne vais pas rien vous apprendre, mais on sait le secteur de l'hébergement, de la restauration, le secteur du tourisme et le secteur culturel là, sont particulièrement affectés de manière durable par ces conséquences-là.
Et bien, on va le voir, c'est des secteurs qui sont particulièrement occupés par les femmes, les jeunes, les populations d'origine immigrante et les populations peu scolaires, avec peu de diplômes. Donc, quand on regarde l'évolution de l'emploi selon le sexe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comparé l'été dernier, donc les juillet, août, septembre de l'année dernière, avec juillet, août, septembre de cette année. Donc, pour essayer parce qu'il y a beaucoup de saisonnalité dans l'emploi au Canada et au Québec, là. Donc, pour essayer de tasser les effets de saison, on compare les deux étés, l'été passé par rapport à cet été. Ce qu'on constate, là, c'est que, encore une fois, c'est au Québec qu'on s'en tire le mieux. Donc, quand on regarde le taux d'emploi selon le sexe, là, au Québec, on a perdu 4,5 % de taux d'emploi. Par contre, le contraste, regarde par rapport à la moyenne canadienne et à la moyenne ontarienne, c'est au Québec que l'écart de l'impact sur les femmes par rapport aux hommes est plus important. Donc, globalement, c'est moins pire, mais on regarde là, que l'impact féminin est plus fort au Québec qu'ailleurs dans le reste du Canada. Même chose pour l'âge. Donc, quels sont les gens les plus affectés? Bien, c'est majoritairement les 15-24 ans qui ont perdu des emplois. Et ça, c'est très facile à comprendre. Secteur de la restauration, secteur d'hébergement, secteur culturel, c'est beaucoup des emplois qui sont occupés par les jeunes. Par contre, on regarde les 55 ans et plus, c'est quand même des gens qui ont été beaucoup affectés. Et encore là, proportionnellement là, aux pertes d'emploi, on voit qu'au Québec, là, l'impact sur les 55 ans et plus est quand même un peu plus important en proportion que dans les autres provinces. Et je vous dirais que ça, c'est probablement la population la plus envers laquelle il faut porter le plus d'attention parce qu'on sait très bien que se requalifier, se replacer quand on a 55 ans et plus, c'est beaucoup plus difficile qu'une personne en début de carrière. Donc, c'est des gens là, pour qui le chômage de longue durée est un piège beaucoup plus difficile. Donc, dans nos stratégies de relance, il faut prendre en considération ces personnes-là. Je pense beaucoup plus que les personnes en début de carrière. Prochaine image. Donc, sans surprise, là, pour la même raison, par rapport aux secteurs qui sont affectés, on voit que les personnes d'origine immigrante sont plus affectées par la crise. En fait, encore là, ce qui est impressionnant, et ça, c'est des données canadiennes parce qu'ils ne sont pas disponibles par province. Quand on compare les immigrants reçus, les hommes ont perdu, le taux d'emploi a diminué de 5,8 %. Quand on regarde la population en général, c'est 5,7 %. Donc, il y a peu de différence entre les non-immigrants et les immigrants, alors que chez les femmes, l'impact pour les femmes immigrantes est vraiment plus important. On passe de 6,8 % pour la population en général à 9,7 % pour les femmes d'origine immigrante. Donc, quand on fait une analyse intersectionnelle, là, on voit très bien que le fait d'être femme, le fait d'être immigrante, bien, ça a un impact encore plus fort au niveau de l'emploi. Même chose sur l'approche. Donc, toujours pour les femmes, là, un recul quand même important. Là, vous avez ici le taux d'emploi pour les femmes et les hommes. Donc, en orange, les hommes, en rouge, les femmes, et en bleu, c'est le ratio entre les deux. Depuis les années 2000, là, le Québec avait atteint, là, on était proche de 90 % tout le long. Là, et on connaît le secret québécois. On est une des provinces avec le meilleur taux d'emploi pour les femmes. Le secret québécois, c'est beaucoup les CPE, les services de garde subventionnés, les RSE. Tout ça, le niveau d'éducation aussi, la scolarisation des femmes au niveau universitaire qui a gagné en importance au Québec. Par contre, quand on regarde l'impact de la crise, là, on est redescendu à 88 % suite à maintenant, au mois de septembre. Ce qui nous fait quand même, là, si tu pèses sur le bouton, Gabriel, on va voir des petites lignes apparaître. Ce qui nous ramène, là, tant du taux d'emploi à 56,1 %, ça nous ramène aux années 2005. Le prochain, si on regarde le ratio, 88 %, là, c'est à peu près aux années 2006 qu'on était à ce ratio-là. Donc, on a quand même reculé là, de 15 ans, 14-15 ans, en termes de progrès de participation des femmes. Oui, la crise, la reprise n'est pas terminée, mais c'est clair que l'attention dans les interventions pour l'économie doivent être portées sur les femmes. Prochaine diapo, même chose, niveau de scolarisation, ça ne sera pas surprenant.
Donc, les gens qui sont plus affectés par les pertes d'emploi, c'est ceux dans les emplois avec moins d'exigences de diplomation. Donc, c'est les 25 ans et plus. Là, donc, j'ai exclu les étudiants et étudiantes là, qui sont en acquisition de diplôme. Ce qui est intéressant, par contre, c'est de regarder les hommes avec un baccalauréat ont perdu beaucoup plus d'emplois. Donc, les hommes diplômés universitaires ont perdu beaucoup plus d'emplois que les femmes universitaires. Et ça, c'est très intimement lié au secteur dans lesquels les femmes et les hommes diplômés travaillent. On sait que les femmes avec diplôme vont beaucoup se retrouver beaucoup plus de manière proportionnée dans le secteur public, alors que les hommes vont être dans le secteur des services aux entreprises. Et on va le voir plus loin, c'est les secteurs les plus affectés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Ben voilà, donc, les portraits selon les industries. Là, je vous amène aux 2 dernières colonnes là, parce que les 2 premières, c'est au pire de la crise. Là. Le gouvernement nous annonçait que 20% des emplois, là, tout secteur confondu, étaient disparus. Bien, rassurez-vous, là, au mois de septembre, quand on fait la moyenne d'été à été, on est à moins 4% d'emplois. C'est quand même pas si mal, là, en espérant que la deuxième vague ne va pas nous faire reculer et qu'il y aura une reprise rapide. Et quand on regarde les secteurs les plus affectés, c'est du côté là, des emplois à prédominance masculine, je vous dirais que c'est transport et entreposage qui est la pire. Et services aux entreprises relatifs au bâtiment, services de soutien. Là aussi, c'est un secteur qui est quand même assez mixte, mais où il y a beaucoup d'hommes. Et c'est là où les hommes diplômés se trouvent beaucoup. Alors que du côté de information, culture et loisirs, hébergement et restauration, c'est là les secteurs les plus affectés et c'est des secteurs à prédominance féminine très importante. Si on passe à la prochaine. Voilà, donc je vais revenir plus tard pour vous parler de l'incidence sur les finances publiques. Oui, bonjour. Moi, je termine avec quelques mots sur. Il y a toujours un volet international à la conjoncture sociopolitique. Ce qu'on retient, c'est l'élection américaine. C'est vraiment l'enjeu de l'heure à l'international au cours des prochaines semaines. L'élection qui aura lieu le 3 novembre entre le représentant démocrate Joe Biden et le représentant républicain Donald Trump. C'est une élection qui survient pendant un climat de haute tension sociale, haute tension économique. Vous connaissez le mouvement Black Lives Matter qui se poursuit partout aux États-Unis. Des tensions qui sont attisées par le président Trump, qui n'hésite pas à jeter de l'huile sur le feu constamment. Et c'est une élection qui a l'air un peu d'un spectacle, là, parce qu'on regarde ça du Canada, du Québec, mais une élection qui aura des conséquences énormes pour la société américaine et pour le reste du monde. Petite caricature de la Gazette que j'ai aimée. Quand je disais que M. Trump aimait attiser et mettre de l'huile sur le feu, là, il n'est jamais capable de condamner les actions des suprémacistes blancs aux États-Unis, même les encourage d'une certaine façon. Les conséquences pour les États-Unis, une réélection de Trump, ça veut dire la poursuite de son agenda, baisse d'impôts pour les plus riches, baisse de la réglementation environnementale, hausse de la loi et l'ordre, d'abrogation de l'Obamacare, assurance santé aux États-Unis. C'est aussi la nomination d'Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Vous savez que la juge Ruth Bader Ginsburg est décédée il y a quelques semaines. C'était l'icône progressiste et féministe de la Cour suprême aux États-Unis, qui était là depuis des années. Donc, suite à son décès, Donald Trump s'est empressé de nommer Amy Coney Barrett, qu'on voit ici avec le costume des servantes écarlates, ce qui est une blague et qui n'en est pas une en même temps. Là, ce qu'on sait qu'elle vient de la communauté People of Praise, communauté religieuse un peu sectaire là, qui a inspiré Margaret Atwood et son récit La servante écarlate. Sa nomination devrait être confirmée d'ici les élections puisque le Sénat est à majorité républicaine. On se souvient qu'à l'époque d'Obama, 8 mois avant l'élection présidentielle, les républicains ne voulaient pas confirmer le choix d'Obama pour un prochain juge à la Cour suprême parce que les élections étaient trop près.
Puis les élections avaient lieu dans 8 mois. Là, l'élection a lieu dans 1 mois, puis ça prête quand même à confirmer la nomination de cette juge qui viendra encore plus faire peser le poids de la Cour suprême vers le côté conservateur. Puis on sait qu'il y a beaucoup de causes pendantes en ce moment sur le droit à l'avortement qui s'en viennent bientôt ils vont être entendus à la Cour suprême dans les mois qui viennent. Donc, c'est extrêmement important comme nomination et comme conséquence. Pour le reste du monde, une réélection de Trump, ce serait un coup dur au multilatéralisme comme principe de fonctionnement des relations internationales. Donald Trump a retiré les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, de l'accord sur le nucléaire iranien, retiré les États-Unis de l'UNESCO. Il faut le faire quand même, paralyser l'OMC, puis il a mis fin au financement des États-Unis de l'OMS. Les États-Unis sont le plus grand contributeurs à l'OMS, mais en pleine pandémie, les États-Unis ont décidé d'arrêter de financer l'OMS. Il y a une chose qu'il faut absolument surveiller, c'est l'importance cruciale du vote par correspondance. En cause de la pandémie, jamais le vote par correspondance aura été aussi important. Puis aux États-Unis, il n'y a pas une règle, il y a 50 règles qui concernent le vote par correspondance. C'est un patchwork de plein de systèmes électoraux. Et chacun des États a ses propres règles pour comptabiliser le vote par correspondance. Certains le font en début de journée électorale, d'autres attendent la fin de la journée, d'autres attendent que tous les votes soient entrés par la poste. Et Donald Trump fait tout pour discréditer le vote par correspondance en l'associant à la fraude, parce qu'il sait très bien que, selon les sondages, il y a environ 4 fois plus de démocrates que de républicains qui souhaitent voter et qui ont déjà commencé à voter par correspondance. Si bien qu'il y a un scénario de plus en plus probable qui se dessine, c'est que Donald Trump, comme ses partisans vont plus voter le jour d'élection, à la fin du scrutin en soirée, le 3 novembre, Donald Trump risque d'être en avance, ou risque d'être déclaré presque élu comme président des États-Unis. Et au fur et à mesure que le vote par correspondance va entrer au cours des jours qui vont suivre, il risque fort d'être Joe Biden, selon les sondages, qui va gagner l'élection. Donc, imaginez ce scénario catastrophe là, pour les partisans de Trump. C'est pour ça que plusieurs n'hésitent plus à évoquer le spectre d'une guerre civile aux États-Unis ou vraiment d'une escalade de la violence aux États-Unis. Rappelons que tout récemment, la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer, avait été ciblée par des groupes paramilitaires, de miliciens d'extrême droite américains pour être enlevés en raison de sa gestion de la pandémie. Des groupes associés bien souvent aux Proud Boys, groupe très influent, très populaire aux États-Unis, groupe d'extrême droite, que le président Trump a refusé lors du débat de condamner. Il leur a même dit de rester prêt. Il leur a dit de se tasser, mais de rester prêt. Qu'est-ce que ça veut dire rester prêt dans le contexte actuel d'une élection qui risque d'être contestée? C'est extrêmement troublant. Sur une note plus rigolote, il y a des groupes d'hommes gays américains, canadiens qui ont parasité le hashtag Proud Boys sur Twitter et qui ont inondé le hashtag Proud Boys de photos d'hommes qui s'embrassent comme étant des hommes fiers. Et ça a mis en maudit les Proud Boys, mais moi, ça m'a fait beaucoup rire comme action. Alors, vous irez voir ça, les Proud Boys sur Twitter, c'est pas mal rigolo. Pierre-Antoine, je te redonne la parole. Merci. Je vais profiter du fait qu'on nous laisse aller, mais en accélérant le rythme. Simplement pour dire qu'effectivement, dans le contexte où on vit quand même une crise économique là, exceptionnelle, dans un contexte où, en fait, avant la crise de la COVID, tout allait extrêmement bien pour l'économie du Québec, tout allait extrêmement bien pour les finances publiques du gouvernement. Bien, c'est sûr qu'on se retrouve dans un revirement de situation et à crise exceptionnelle, on va se retrouver avec une situation budgétaire aussi exceptionnelle. Donc, il va sans dire qu'on va tomber en situation de déficit cette année.
Par contre, encore une fois, les nouvelles sont moins pires que ce qu'on nous laissait entendre là, au milieu de la première vague. Pendant longtemps, le ministre des Finances parlait d'un déficit de 15 milliards de dollars. Dans sa mise à jour au mois de juillet, il est arrivé au chiffre de 15 milliards de dollars, mais en faisant un petit montage financier. Là. Gabriel, si tu pèses, il y a des petites indications. Donc, ça pour dire que le déficit annoncé est en fait un déficit composé de trois éléments. 15 milliards, ça comprend un versement au Fonds des générations de 2,7 milliards. Donc, le déficit réel, là, la distance entre les revenus et les dépenses du gouvernement sont réellement de 12 milliards 400 millions. Mais même ce 12 milliards-là, ce n'est pas encore un vrai déficit puisqu'on a prévu une marge de précaution de 4 milliards là, pour la deuxième vague. Donc, le déficit réel au mois de juin appréhendé était plutôt de 8,3 milliards. Je vous avoue qu'en juin, j'étais enthousiaste sur le fait qu'on n'utiliserait pas le 4 milliards de réserve, mais là, les dernières semaines me font penser que probablement elle sera utilisée. Mais quand même, on se retrouve avec un déficit réel de seulement, entre guillemets, 12 milliards de dollars. Ce qui fait qu'en proportion de notre PIB, là, on est parmi les provinces dont le déficit sera le moins important. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que le gouvernement, là, vous le voyez, les années précédentes avait fait des surplus surprises hein, et avait accumulé une réserve de stabilisation de 15 milliards de dollars. Donc, ça lui permet pour la première année d'éponger son déficit. Et en fait, le déficit réel ne sera qu'en 2021-22. Puisque, en termes de loi sur l'équité salariale, loi sur l'équilibre budgétaire, le déficit ne sera réel qu'en 2021-22, ce qui va repousser là, les obligations de retour à l'équilibre budgétaire et va nous donner la marge de manœuvre. Prochaine diapo. Ce qui est important de se souvenir, c'est que oui, il y a un déficit catastrophique, mais l'impact sur l'endettement, là, et je pense que c'est l'argument qu'il va falloir servir à M. O'Toole, tant au Québec que dans le reste du Canada, c'est que oui, on va reculer au niveau de la lutte par rapport à la réduction de la dette, mais on se retrouve quand même, puis ça c'est impressionnant, là, on se retrouve quand même dans des niveaux d'endettement qui sont inférieurs à ce qu'on connaissait avant la crise de 2008. Donc, la dette par rapport à la taille de l'économie s'en allait vers 42 % selon les prévisions du ministère des Finances. Finalement, à cause du déficit, on va se retrouver tout près de 50 %. Mais 50 %, c'est le niveau d'endettement qu'on avait il y a 3 ans et c'est celui qu'on avait avant la crise de 2008. Donc, on est après la pire crise économique du siècle, on va se retrouver en situation d'endettement qui est moins pire qu'il y a une dizaine d'années. Donc, il n'y a pas de panique à avoir sur l'endettement. Et si vous regardez là, les différentes prévisions, prévoient que tranquillement, là, ça va recommencer à descendre, peut-être moins rapidement que prévu, mais l'endettement va s'atténuer. 2 diapos plus loin. Une des raisons qui explique ça, c'est parce que c'est le gouvernement fédéral qui a épongé beaucoup des solutions là, puis des interventions, tant la PCU, tant la stimulation pour les entreprises. Le fédéral va faire un déficit de 343 milliards de dollars. Donc, ça va faire exploser sa dette. Mais encore une fois, si vous regardez les prévisions du ministre des Finances là, qui ont été publiées au mois de juillet, la dette devrait retourner, là, selon les prévisions, à peu près 50 % du PIB, ce qui est le niveau d'endettement qu'on connaissait au début des années 2000. Mais plus important, ce n'est pas tant le poids de la dette que son coût par rapport à notre capacité de payer. Donc, qu'est-ce que représente l'hypothèque de notre dette par rapport à nos revenus? Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que dans un contexte où les taux d'intérêt sont extrêmement bas, le prix de la dette est vraiment faible. Donc, il n'y a pas de meilleur moment pour s'endetter. Les taux d'intérêt sont bas et elle va nous coûter en proportion de notre PIB moins cher que ce qu'elle nous coûtait il y a 3 ans. Donc, même si la dette a explosé, elle est tellement pas chère à financer que le coût, le poids de cette dette-là va être moins élevé
après la crise que ce qu'on connaissait en 2015-2014. Donc, il n'y a pas d'inquiétude au niveau de la dette. Les économistes, là, il y a un consensus pas mal assez large sur le fait que les taux d'intérêt vont rester bas probablement dans la prochaine décennie. Là. Il n'y a pas d'inquiétude d'une recroissance du taux d'intérêt à ce niveau-là. Prochaine. Pierre-Antoine, oui? Moi, j'ai une petite inquiétude au niveau du temps. Oui, je finis. OK, génial, merci. Je finis. Donc, deux choses à vous souvenir. Pas d'angoisse existentielle sur le retour à l'équilibre budgétaire ou l'endettement. Et il va falloir, ce qui est important en fait, c'est de relancer l'économie, relancer l'emploi. Et pour faire ça, bien, il faut cibler ceux qui ont été le plus atteints. Et malheureusement, un plan de relance basé sur les infrastructures et la construction, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas là les besoins, c'est dans les services publics et les secteurs à prédominance féminine et les secteurs qui ont été plus touchés, donc culture, hébergement, restauration et tourisme. Merci. Merci, désolée de t'avoir pressé, Pierre. C'est correct. Donc là, on passerait à la période de commentaires, questions. Si juste lever la main, puis je vais prendre les tours de parole. Est-ce qu'on peut demander à Gabrielle de tasser sa présentation, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. Il y avait une question dans le chat, Julie, j'aimerais que tu vérifies. Pour transférer les documents, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Ouais. Si on veut partager les documents, Pierre-Antoine, Gabrielle? Oui, oui. Parfait. On les enverra par courriel avec la procédure pour le PAES, le site, le lien du PAES. Oui. Là, je ne vois pas de main levée. Oui, j'ai ma main levée. Ah oui, Mme Arsenault, la main levée. Bon, ben, moi, c'est un commentaire. D'abord, le gouvernement, avec la COVID, improvise. Et je pense que quelque aurait été le gouvernement, il aurait improvisé aussi parce qu'il ne savait pas comment faire. Mais en quelque part, le système est malade. Avec la réforme Barrette, il faut être en bonne santé pour être malade. Et moi, je suis très préoccupée. Et vous avez des parents, moi, je suis plus vieille que vous autres. Vous avez des parents. Et je veux dire, c'est très préoccupant de la façon qu'ils seront traités. La commissaire à la santé, elle demande des témoignages. Ça va être au niveau en novembre, je ne sais pas exactement. Je vous conseille de vérifier ça. En tout cas, j'avais envoyé les informations à Ginette. Elle va demander, elle va enquêter et elle va demander des témoignages des personnes qui ont vécu à COVID. Ça serait intéressant que les gens y adhèrent parce que lorsqu'on porte plainte dans un CIS ou un CIUS, c'est lui qui traite la plainte. Ça fait qu'il va toujours gagner. Hein. Puis, présentement, ma perception est à l'effet que la population est favorable aux syndicats parce que les infirmières ne sont pas payées comme il faut. Elles sont dans des conditions de travail épouvantables, avec du temps supplémentaire, ce sont 80% des femmes, avec du temps supplémentaire obligatoire, avec des familles, des enfants, des garderies et tout ce que vous connaissez. Moi, mes attentes, j'aimerais que, je ne sais pas si c'est faisable, que le syndicat fasse du pouce là-dessus. En ce sens, puis la population va, à mon avis, va, en ce sens que les gens ne sont plus souvent, ou en tout cas, je ne sais pas de quelle façon ça devrait être abordé, mais la dignité et le respect des CHSLD et la pauvreté de la main-d'œuvre, il n'y a pas assez de monde, que la population est en danger. Moi, en tout cas, je le vois comme ça. Puis je le dis, je vais-tu être obligé d'aller mourir de faim puis de soif en CHSLD et de mourir tout seul avec une COVID? Ça fait, moi, je souhaiterais que les syndicats, peut-être même pas autant comme je le dis, mais qui rallient la population au manque de personnel. Puis j'espère qu'ils seront présents aussi aux assemblées de CA qui sont publiques d'Insis. Et autrement aussi, qui continuent à dénoncer et à remercier leurs membres. Les directions de CIS, là, il y a juste le premier ministre qui les appelle les anges gardiens et qui les remercie. Mais les directions, ils ne remercient jamais leur personnel pour tous les efforts. Je me dis peut-être que le syndicat aurait une belle main à le faire. Ça, c'est mon avis. Merci, Mme Arsenault. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Moi, j'en vois pas. Moi non plus. Oui, il y a Nathalie Mathieu qui a de la main levée.
Pourquoi je ne l'ai pas vu? Ah, c'est le pouce. Elle a mis son pouce en l'air. OK, Donc, Nathalie, est-ce que c'est pour intervenir? Désolée, non, c'était pour dire que j'étais d'accord pour la pause. Il y a belle lurette. Ah, bon. Merci beaucoup, c'était fort intéressant tant qu'à avoir le micro. Merci. Est-ce que vous avez commentaires, Pierre-Antoine, Gabriel? Juste rapidement sur les documents, là, on est en train de travailler à une stratégie de diffusion des informations, particulièrement économiques, là, parce qu'on sent que le gouvernement, en fait, on craint, puis on sent que le gouvernement va revenir, là, si ce n'est pas dans un climat d'austérité, là, il va parler de gestion responsable des finances publiques et il va opposer notre négociation puis nos demandes à cette gestion responsable. Donc, on est en train de réfléchir à une façon de diffuser de l'information, des documents, des vidéos pour contrer ce discours-là, là, surtout sur l'endettement, sur l'urgence de revenir à l'équilibre budgétaire. Donc, on transmettra les informations à ce niveau-là. Pour ce qui est de la population favorable au syndicat, effectivement, là, on sent, je pense que Gabriel faisait mention que la deuxième vague risque d'être moins favorable pour la popularité de la CAQ. Là. Et ce n'est pas simplement la CAQ. Je pense que les cracks, en fait, les difficultés qu'on vivait dans nos réseaux, tant en éducation, en santé, dans les services sociaux, ces difficultés-là qui étaient déjà présentes sont exacerbées par la crise, puis sont mises en évidence par la crise. Et je pense que les gens commencent à s'en rendre compte. Et là, le discours qu'on doit réinvestir dans les services, qu'on doit réinvestir dans les conditions de travail, parce qu'un des problèmes importants, c'est le manque de main-d'œuvre dans les réseaux. Ce message-là, il commence à coller. Mais là, donc oui, il va falloir utiliser cette sympathie-là dans la présente négociation. Je vais vous avouer que c'est beaucoup plus évident en santé que dans le réseau de l'éducation ou au réseau collégial. Je pense qu'on a une sympathie, mais elle n'est pas aussi forte parce qu'on est l'idée d'être au front est moins évidente. Là. Dans le réseau d'éducation, puis dans le réseau de la petite enfance, puis au collégial, on est au front aussi, là, parce qu'on travaille avec en présentiel avec. On n'est pas en confinement, puis on n'est pas en télétravail pour la plupart. Là. Donc, l'idée de maintenir les services publics malgré la crise, c'est important. Mais je vous avouerai que la sympathie envers les travailleurs de la santé est normale. Et c'est normal, là, est plus forte. Donc, il faut réussir à l'utiliser de manière astucieuse pour tous les réseaux des services publics. Merci, Pierre-Antoine. Il y a Catherine Huard qui a demandé une question ou un commentaire. Oui, juste un petit commentaire en ce qui a trait à l'éducation, à l'enseignement supérieur, en fait. Puis pour revenir sur, on mentionnait, Gabriel Danis mentionnait là, le fait qu'il y avait un faible taux d'abandon. Je pense qu'il faut vraiment se méfier de ces chiffres-là actuellement. Je pense que l'impact va être assez grand, surtout, je peux parler surtout du collégial. L'impact risque d'être beaucoup plus grand qu'on peut le prévoir actuellement. Il faut se rappeler aussi que, plus une donnée assez technique, mais les étudiants ont accès à ce qu'on appelle un incomplet permanent pour cas de COVID. Donc, puis on a vu à l'hiver que ça a été quand même assez utilisé. Puis on voit aussi ce qui revient comme commentaire, comme rétroaction, comme la part de la FEC, la FECQ, donc la Fédération des étudiants au collégial. Puis on voit que c'est très difficile. On voit qu'il y a réellement là, un grand désespoir, là, presque. Donc, éventuellement, à l'hiver, au début de l'hiver, on va pouvoir se dire un peu mieux c'est quoi l'impact, j'imagine, mais il faut vraiment garder l'œil là-dessus parce que j'ai l'impression que le réseau risque d'être durement touché. Là. Donc, ça va inévitablement toucher les enseignantes et les enseignants. Non, c'est... Merci, Catherine. Gabriel, Pierre-Antoine, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Juste faire du pouce là-dessus. C'est vrai, je ne suis pas entré dans les détails là, de l'enseignement supérieur. C'est vrai que l'introduction de
la possibilité d'avoir un incomplet là, a changé un peu la donne. Et effectivement, je pense que les répercussions vont être plus à moyen terme, la deuxième session, troisième session là, des nouveaux étudiants. Mais au moins, à court terme, c'est moins pire que certains craignaient. Là. Mais effectivement, je pense que ça va être à moyen terme qu'on pourra faire une analyse plus précise là, des impacts. Merci, Gabrielle. J'ai 2 questions, ce seraient les dernières qu'on prendrait parce qu'on est à l'heure du dîner. Donc, Catherine Paradis. Je voudrais juste rebondir sur ce que Pierre-Antoine a dit sur le fait que on a peut-être un peu moins la sympathie. Les syndicats d'enseignement d'éducation ont un peu moins la sympathie parce que c'est moins évident qu'ils sont trop enseigne là, maintenant pour la plupart à distance, en fait, puis on enseigne à distance depuis le mois de mars. L'impact sur les gens, les femmes, les profs elles-mêmes est immense. Ça ne va pas du tout parce que ça demande une réorganisation puis une adaptation terrible avec la conciliation famille-travail. Donc, le fait que ce soit en télétravail, ça ne facilite pas forcément. On ne met pas peut-être notre vie en danger. Là, on n'est pas exposé au virus, mais psychologiquement puis physiquement, en ce moment, ça ne va pas bien du tout dans le réseau, en tout cas en enseignement supérieur. Là. Donc, ça aussi, il va falloir que ça soit évalué éventuellement. Madame Paradis, merci de votre intervention. Il y a une question qui vous est destinée sur le chat. Il y a quelqu'un de l'Assemblée qui aimerait savoir si vous pouviez préciser sur ce qu'est un incomplet. S'il vous plaît. Ça devait être pour Catherine Huard, là, mais un incomplet, ça veut dire que l'étudiant peut abandonner son cours sans avoir d'échec. Donc, ça fait qu'en fait, à tout moment, dans ce cas-ci, c'est une mesure spéciale COVID. Là, l'étudiant ou l'étudiante peut décider à n'importe quel moment, juste avant l'examen final, s'il veut, d'abandonner son cours. Et à ce moment-là, il ne sera pas pénalisé. Fait que les élèves restent, mais on ne sait pas ce que ça va donner en bout de ligne. OK. Merci. J'espère que ça répond à la question, mais je crois bien que oui. Parfait. Ensuite, il y aurait Marie Ferron. Oui, bonjour. Moi, en fait, je voulais juste donner un point de plus. Est-ce qu'on me voit? Parce que je ne me vois pas. En tout cas. Oui, on vous voit. À Catherine, parce que moi, en ce moment, en effet, comme le dit M. Dany, c'est ça? Oui. OK. Les données sont magnifiques. En ce moment, on n'a pas tant d'abandon, mais ce n'est pas vrai du tout parce que vous avez les données de la période d'abandon. Mais là, moi, en ce moment, j'enseignais hybride. Là, j'enseigne plus hybride parce qu'on est tous à distance. Mais j'ai mes travaux en ce moment, là, j'ai la moitié de mes classes qui ont disparu. Là. Sur un total de 27 étudiants, en ce moment, j'en avais 18, puis là, je suis rendue à 14. Donc, c'est comme catastrophique, on peut dire ça comme ça. Donc, je crois que, comme a dit Catherine, à l'hiver, on va voir le vrai réel parce que dans la vraie vie, les données que vous avez, là, moi, ce que je vis en ce moment au cégep, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment, là, puis je sais pas comment retrouver nos étudiants et tout ça, mais bref, c'est pas des données positives quand tu es dedans. Bref, c'est tout ça pour dire que je crois que les données ne sont pas réalistes, tout simplement. Parfait, merci. Je ne sais pas si c'était plus à Gabrielle que ça s'adressait, les éléments. Non, il n'y a rien à ajouter. Excellent. Donc, on pourrait partir pour le dîner. On reviendrait à 13h15. Je remercie Pierre-Antoine et Gabrielle, Monsieur Danis pour la présentation. Merci, messieurs. Merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de réseau. Bye. Merci. Bye-bye. Donc, à 13h15. Par contre, Julie, s'il y en a qui veulent être à 13h. Oui, à 13h, les nouvelles ou les pas nouvelles, là, nous, on va être présentes à 13h si vous voulez nous parler. Est-ce qu'on peut se déconnecter complètement puis revenir? Oui, vous pouvez le faire, mais vous pouvez rester là aussi en coupant tout simplement la caméra. Là. Il n'y a pas de problème. Merci. Puis,
Marilyn, Lynn, j'avais mis un lien sur le document pour qu'on dîne ensemble, qu'on peut peut-être se rejoindre dans 5-10 minutes. Ouais, le temps de faire chauffer le dîner. J'ai pas eu de nouvelles de Sonia? Pantoute. Je suis là! Hello! Salut! Je vous laissais aller, je voulais pas interrompre, mettons. Ben, on t'invite à dîner toi aussi. J'avais envoyé le lien. C'est un peu fou ces temps-ci, vraiment. C'est correct. C'est correct, on comprend tout à fait. OK. Moi, je vais mettre l'enregistrement sur pause. Julie, est-ce que tu m'avais envoyé le lien? Oui, dans le document, tu sais, dans l'horaire, là, avec